Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre la RTS et bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information, journal que nous commençons par les titres. 85 millions de francs CFA en financement pour les femmes de Ziguinchor. Des notifications ont été distribuées par le ministre de la Femme, Dr Antessa Diako, a aussi remis du matériel d'allègement du travaux des femmes. Suite et pas fin de notre série de reportages sur les infrastructures. Ce soir, nous allons voir comment la route a impacté sur le développement de Ranérou. Mais ce soir, nous allons également faire zoom sur la boucle du Blouf en Casamance. La route y a complètement désenclavé ces localités du sud du Sénégal. Mardi Gras, c'est aujourd'hui l'annonce, le mercredi des cendres, début du carême. Mais au Sénégal, les enfants sont habitués à célébrer cette journée par des déguisements, surtout lors du carnaval. Comme tous les mardis, nous vous proposons la rubrique au cœur de nos cultures. Ndeye Aïda Dia nous parle du paille tissé, de son symbole et de ses mythes qui l'entourent. Football Sénégal-Mali, c'est demain en région parisienne, un match amical qui promet une rencontre entre deux voisins, rappelle des différentes confrontations avec Ibrahim Mboup dans ce journal. Tout d'abord, le communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni hier au Palais de la République, communiqué dont je vous fais la lecture. Le Conseil des ministres s'est réuni le lundi 3 mars 2014 au Palais de la République sous la présence du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. Dans sa communication au Conseil, le président de la République est revenu sur sa visite d'État en Chine, sur la tenue du groupe consultatif de Paris consacré à la recherche de financement pour le plan Sénégal émergent, avant d'aborder sa visite de travail au Qatar et celle d'amitié effectuée au Nigeria. Concernant les retombées de sa visite en Chine, le chef de l'État, après avoir remercié son homologue chinois, a engagé le gouvernement à assurer un monitoring et un suivi rigoureux de l'ensemble des projets et des programmes en discussion. Abordant la rencontre du groupe consultatif de Paris, le président de la République s'est réjoui des résultats obtenus et a invité le gouvernement à expliquer au peuple le contenu du plan Sénégal émergent. Faisant la genèse du projet, le chef de l'État a félicité le groupe d'ISSO, le regroupement de compatriotes engagés et qui ont bénévolement apporté leur concours technique. Le président de la République a relevé le travail important abattu par le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de la Promotion des Investissements et les hauts fonctionnaires de ces deux départements. Il a félicité l'ensemble du gouvernement et les hauts fonctionnaires de l'État qui ont pris une part importante à la finalisation et à la présentation du PSE. Le chef de l'État a rappelé que la rencontre a été l'occasion d'un fort moment de démonstration et d'appropriation consensuelle du PSE, nouvelle vision stratégique du Sénégal partagée avec tous les partenaires techniques et financiers, les investisseurs privés, internationaux et nationaux qui l'ont approuvé à l'unanimité. Les résultats obtenus à travers la réunion du groupe consultatif illustrent la confiance de la communauté internationale en la pertinence de nos choix politiques et socio-économiques autres qui nous obligent plus que par le passé à redoubler de pragmatisme et d'efficacité dans la réalisation effective des projets de développement. Le président de la République a exprimé sa gratitude à l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui ont accompagné l'État dans le PSE. Le chef de l'État a en outre indiqué que la mise en place du PSE ouvrait la phase critique de notre développement, ce que nous devons aller plus vite pour amorcer les ruptures fondamentales nécessaires pour asseoir une croissance inclusive, durable et équitable. Il a expliqué les trois dimensions qui sous-tendent le Sénégal émergent, à savoir la vision, la doctrine d'action et le leadership développeur à imprimer à tous les niveaux du corps social et de la vie nationale. La nouvelle dynamique implique nécessairement un nouvel état d'esprit patriotique, une culture d'excellence et de consensus dans le travail, un sens élevé de la solidarité et du bien-être collectif. Le président de la République a invité les acteurs publics comme privés et l'ensemble de nos compatriotes à devenir les piliers du Sénégal émergent en inscrivant leur énergie dans le temps de l'action après les moments d'observation et de médiation. À cet égard, il a engagé le Premier ministre à véritablement accélérer la cadence des réformes, notamment celles impératives et relatives à l'amélioration de l'environnement des affaires. Le chef de l'État a également demandé au gouvernement de mettre en œuvre des actions prioritaires suivantes. Simplifier et moderniser les procédures administratives par une dématérialisation soutenue.
intensifier l'exécution des projets en cours, accorder une attention particulière aux trois secteurs névralgiques que sont l'agriculture, les infrastructures et l'énergie. Le chef de l'État a rappelé l'impératif d'un aménagement alternatif du territoire, fondement de renouveau industriel et productif du Sénégal et qui favorisera avec l'avènement du PSE l'optimisation des avantages comparatifs et compétitifs de notre pays. Il a réitéré son appel au sursaut national pour le renouveau du Sénégal autour du PSE, désormais seul cadre de référence pour notre stratégie de développement économique et social. Le président de la République a enfin informé le Conseil qu'il mettait en place une delivery unit conçue comme mécanisme de surévaluation de l'exécution du PSE installé au sein de son cabinet et articulé à la primature et à des points focaux sous forme de cercle de qualité. Dans le cadre de sa visite effectuée au Qatar, le président de la République a énuméré les dossiers sur lesquels ont principalement porté les entretiens avec le nouvel émir Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani et qui ont trait à l'énergie, le travail, la santé, les investissements, la culture et le sport. Le président de la République a enfin entretenu le conseil de son déplacement effectué le 27 février 2014 au Nigeria pour prendre part aux cérémonies commémoratives du 5e anniversaire de la réunification des protectorats Nord et Sud. Le Premier ministre a présenté au Conseil une communication portant sur les activités du gouvernement en mettant l'accent entre autres sur le Conseil interministériel sur le tourisme, la réunion de travail avec les promoteurs privés immobiliers, la réunion sur la connexion à l'autoroute à péage Dakar Diamniadio du Centre international de la francophonie. Auparavant, le Premier ministre a tenu, au nom des membres du gouvernement et en son nom propre, adressé au chef de l'État ses plus chaleureuses félicitations et exprimé sa grande fierté pour le succès retentissant de la réunion du groupe consultatif de Paris. Le Premier ministre a également relevé à travers les nouveaux engagements d'un montant cumulé de 3 927,4 milliards de francs CFA, largement au-dessus du gap de financement de 1853 milliards recherchés, la parfaite adhésion des partenaires multilatéraux et bilatéraux à la vision, aux orientations et aux programmes d'action prioritaires du plan Sénégal émergent. Le ministre de l'économie et des finances a, en complément de la communication du chef de l'État, marqué toute la satisfaction générée par la consistance des résultats obtenus à Paris, notamment en considération des montants annoncés, surtout du volume des dons, 28%, soit un peu plus de 1000 milliards de francs CFA. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur est revenu sur la visite d'État du président de la République en Chine. Il a évoqué les perspectives de la coopération sino-sénégalaise dans les domaines de l'agriculture, notamment de la production arachidière, des infrastructures ferroviaires, routières, de l'énergie, des télécommunications et de la culture, avec l'ouverture prochaine d'un centre culturel chinois à Dakar. Il a par ailleurs entretenu le conseil du déroulement de la visite officielle du chef de l'État à Doha les 25 et 26 février 2014 et de la décision des deux chefs d'État de tenir avant la fin de l'année en cours la deuxième session de la commission mixte de coopération entre le Qatar et le Sénégal. Le ministre a enfin fait état de l'offre du gouvernement du Koweït de faire financer un ou plusieurs projets dont les études de faisabilité sont déjà faites par un fonds d'1 milliard de dollars créé par l'émir du Koweït et dont l'annonce a été faite lors du 3e sommet Afrique-Monde arabe tenu en novembre 2013. Le ministre de l'Intérieur a informé le Conseil des actions menées par son département et tendant à rendre plus souples et plus diligentes les conditions d'établissement et d'obtention des visas sollicités par les entrants à nos frontières. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a entretenu le conseil du programme de rajeunissement du parc des gros porteurs retombés de la visite du chef de l'État en Chine, avec une acquisition prévue de 800 engins. Le ministre a souligné que le dit programme sera exécuté avec la participation de tous les acteurs. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a rendu compte au Conseil des mouvements sociaux enregistrés dans le secteur.
Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a fait le point au Conseil de l'évolution de la campagne de commercialisation en cours avec 259 000 tonnes d'arachides collectées. Le ministre de la Formation professionnelle, de l'apprentissage, de l'artisanat a informé le Conseil de la réforme du bac professionnel et technique qui sera éclaté en 34 brevets techniques supérieurs, BTS. Il a également révélé le prochain démarrage de 7 centres de formation professionnelle en attendant la mise en service de 7 lycées professionnels, dont 2 déjà en cours de réalisation, Sandiara et Fatick. Le ministre de l'Élevage a évoqué devant le Conseil le désastre causé par les feux de brousse qui ravagent les tapis herbacés, aliments de base du bétail, en particulier dans les zones comme le ranch de Doli. Prenant la parole après l'intervention des ministres, le Premier ministre a présenté au Conseil un document relatif à l'état d'exécution des instructions et décisions issues des conseils interministériels délocalisés. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. Madame Debosso, économiste, est nommée directeur général des stratégies de développement au ministère du Plan. Monsieur Sekou Diarhabi, conseiller en planification, est nommé directeur de la planification sectorielle et de l'évaluation des projets à la direction générale de la planification du ministère du Plan. M. Papa Saliou Touré, économiste, est nommé directeur de la planification territoriale à la direction générale de la planification du ministère du Plan. M. Mohamedou Bamba Diop, ingénieur et statisticien, est nommé directeur de la planification nationale à la direction générale de la planification du ministère du Plan. Communiqué du Conseil des ministres qui s'est tenu hier au Palais de la République. Le ministre de la Femme était en tournée en Casamance ce dimanche. Dr Antassar Diako était l'hôte de Ziguinchor, dans la capitale du Sud. Son département a remis plus d'une centaine de notifications de financement, un important lot de matériel d'allègement de 25 millions de francs CFA également. Le reportage est signé Eric Nimati. L'instant est solennel, le moment longtemps attendu par ces centaines de femmes des 3 départements de la région de Ziguinchor est enfin arrivé. Et pour fêter cette cérémonie de notification de financement, le folklore local a été exhibé dans toutes ses facettes. 109 projets de femmes seront ainsi financés. Et cela dans beaucoup de secteurs économiques, une belle opportunité pour ces acteurs du développement communautaire incontournables dans le processus d'émergence de la région. Ce financement, Madame la Ministre, est un moyen d'émancipation sociale et permettront aux femmes qui en sont bénéficiaires de se prendre en charge, de prendre leur famille en charge et de se tracer des perspectives d'avenir. Un geste du gouvernement magnifié par les bénéficiaires. Elles ont cependant promis de rembourser intégralement ce prêt revolving. J'invite les femmes à plus de solidarité, à une bonne utilisation de ces financements qu'elles vont bientôt recevoir de vos mains et à un respect de délai pour les remboursements. L'État, qui s'est toujours inscrit sur cette lancée, a profité de cette manifestation pour procéder à la remise de matériel d'allègement. Le dispositif va renforcer les moyens de travail des services déconcentrés du développement communautaire pour un meilleur suivi et encadrement des bénéficiaires de ce crédit revolving, dont le montant s'élève à 85 millions de francs CFA. Les matériels d'allègement, composés pour la plupart de moulins à mine et au nombre de 12 par département, pourrait prochainement faire l'objet de planification pour aboutir à la remise, par exemple, de moissonneuses-batteuses. Ce genre d'équipement que nous allons mettre à la disposition des femmes cadre parfaitement avec l'ambition de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de faire de cette belle et riche région verte un pôle de développement à travers le projet Pôle de développement de la Casamance. Après Ziguinchor, Sédhiou et Kolda sont les prochaines destinations de la caravane du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. Dans le Fouladou et le Pakao, Antassar Diako va sacrifier au même rituel pour le compte des femmes de ces 2 localités au sud du pays. Une résolution des données pour
Le programme de développement post-2015, c'est le thème de l'atelier organisé par l'initiative prospective agricole et rurale. C'est pour mieux définir les politiques de développement. Moussa Mané. À l'approche de la date butoir pour l'atteinte des OMD en 2015, de nombreuses discussions sont en cours pour débattre sur les rapports et les indicateurs post-OMD. Au Sénégal, l'initiative prospective agricole rurale se penche sur la question. Il s'agit de voir si les indicateurs reflètent les intérêts nationaux. La plupart des données qui sont générées par le Nord, qui peuvent ne pas réellement refléter les problèmes des pays du Sud. Nous avons des structures qui sont capables, qui peuvent le faire au niveau national. Par exemple, nous avons la SNSD qui travaille beaucoup dans ce cadre-là. Mais ce qui manque, c'est prendre ces données, les mettre à disposition des décideurs pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Amener les producteurs de données, les utilisateurs de données à dialoguer pour voir quels sont, par rapport aux indicateurs que nous voulons, quelles sont les données les plus appropriées et comment traiter ces données et les mettre à la disposition des décideurs. C'est ce que nous voulons. Selon les participants, 5% des données sont produites en Afrique, un taux faible. Il y a donc un besoin d'avoir des statistiques sur la base de recherches endogènes. Ceci pour permettre aux décideurs publics de mieux élaborer les politiques de développement. Une attention particulière est accordée aux cibles et indicateurs pour le cadre après 2015 qui pourraient faciliter un meilleur suivi des efforts et progrès réalisés en matière de développement. C'est d'ailleurs toute l'ambition de la vision d'un Sénégal émergent de son Excellence le Président Macky Sall de disposer d'un monitoring et d'un suivi évaluation systématique et continue. L'IPAR est un think tank né de la volonté d'hommes et de femmes. Elle ambitionne de contribuer au processus de développement économique et social du Sénégal et de la sous-région. Sensibiliser et informer les responsables de transporteurs et autres acteurs de ce secteur sur l'importance et l'avantage de la nouvelle gare des Beaux-Maraîchers, c'est tout le sens de la réunion organisée à Guédiawaye par le CETUD et les autorités de la localité. Au sortir de cette rencontre, les acteurs se disent satisfaits et optimistes. Ibrahim Pabididjou. La réunion vise à informer et à sensibiliser les différents responsables des transporteurs sur l'intérêt et les avantages de la nouvelle gare dont l'ouverture est imminente. Ce conclave regroupant différents acteurs est un moment d'échange et de partage entre autorités et acteurs du transport en commun. On a travaillé dans ce sens-là pour tenir cette rencontre-là, histoire de sensibiliser en fait les acteurs du transport sur ce sujet-là. Et c'est vrai que l'appréciation que nous pouvons en tirer, c'est que c'est une appréciation très positive. Parce que les acteurs qui étaient conviés à cette rencontre, en fait, nous ont fait part de leurs observations, mais globalement, ils ont quand même apprécié eux aussi positivement cette démarche, non seulement entreprise par le CETUD, notamment à travers son directeur général. Le transporteur qui, très souvent, était, disons, extrêmement précarisé par le système actuel, va recouvrer toutes les recettes et les retombées de son activité, étant entendu que le système est tel que ce qu'il recouvre lui permet véritablement de bien gérer son activité. Pour les responsables des horaires, la voie à suivre est de se rapprocher du gestionnaire de la gare routière qui est sur place. Syndicats des transporteurs, associations des consommateurs, tous restent optimistes. La nouvelle gare va permettre de mieux réguler ce secteur. Nous avions eu tout le temps des problèmes par rapport au non-respect des tarifs. Vous vous souvenez qu'en période de Magal, vous vous souvenez qu'en période de Maouloud, les coxeurs, les transporteurs fixent librement et d'une manière illicite les prix du transport. Et je crois qu'avec la nouvelle gare, ce problème-là est résolu. Venus prendre part à cette réunion, les autorités municipales de Guédiawaye ont réaffirmé leur engagement à accompagner l'État pour l'ouverture prochaine de ce joyau qui est la gare des Beaux-Maraîchers. Ce qui, à leurs yeux, pourrait aider à désencombrer différents endroits de Dakar, comme Guédiawaye.
Je vous le disais dans les titres de ce journal, nous poursuivons notre série de reportages sur les infrastructures routières et leur impact sur le développement des localités. Justement, s'il y a une localité qui profite des bienfaits de la route Linguère-Matam, c'est la jeune commune de Ranérou-Ferlo. Dans la région de Matam, totalement désenclavée par ces route, Ranérou-Ferlo, chef-lieu de département, attire des gens venus faire fortune. Et oui, mieux, la municipalité veut initier une politique de grands travaux pour moderniser la cité. Direction Ranérou avec Aline Barrakan. Ranérou, enfin sorti de l'anonymat. Grâce à la route Linguère-Matam, la capitale du Ferlo est désormais une ville qui compte. Dans la région de Matam, Ranérou est une jeune cité, un récent chef-lieu de département. La commune de Ranérou est créée le 22 mars 2002. C'était chef-lieu de communauté rurale, érigé en département et en commune. Entre-temps, c'était un petit village qui n'était pas du tout peuplé. Parce que d'après les statistiques, la population estimative était de 625 habitants. Dès que Ranérou est érigé en commune, il y a eu quand même un engouement populaire. Les gens venaient de partout, surtout avec le bitumage de la route Linguère-Matam. Les populations émigraient vers Ranérou. Ranérou attire désormais du monde. Il y a des opportunités à saisir. Venu du Niger, Cissé ne s'y est pas trompé. Gérant d'une débiterie, Cissé se frotte les mains. Pour lui, Ranérou aura été la bonne destination. Je viens du Niger pour venir à Ranérou travailler, pour chercher ma vie. Pour l'instant, le travail, ça passe bien, Dieu merci. À cause de la route, les sentiers là, le travail, ça passe bien, Dieu merci. Dopé par cette nouvelle donne, Ranérou veut davantage tirer profit de cette route pour rattraper le temps perdu et lancer définitivement son essor économique. Les projets abondent, la municipalité voit grand. C'est le plus grand département en superficie du Sénégal. La seule collectivité de Oudalaï fait 1/17 du territoire national. Ranérou était le poumon de la région de Matam. Personne ne pouvait développer la région sans développer Ranérou. Donc avec l'avènement de la route, c'est l'envol de Ranérou. Le grand projet, parce que maintenant il y a la gare routière qui est budgétisée, qui va être construite bientôt. Il y a le palais de justice, le terrain est là, c'est attribué. Il ne reste que. Il y a le lieu-port, parce qu'il faut savoir que l'écotourisme peut se développer à Ranérou. Autant de projets. Une nouveauté dans cette partie du Ferlo, traversée par la route Linguère-Matam, cette route est bien celle du développement pour Ranérou et au-delà. Aline Barrakan, nous restons dans la zone, un centre de santé moderne avec toutes les commodités. Celui de Ranérou avait jusque-là pas répondu aux attentes des populations. Mais depuis la construction de la route Linguère-Matam, les populations fréquentent de plus en plus le centre de santé, ce qui est synonyme de fin de calvaire, l'impact de la route sur le plan sanitaire avec Abibou Mbaye. Un simple coup de fil du responsable du centre de santé de Ranérou pour appeler l'ambulancier en toute urgence. Le voilà qui emprunte la nouvelle route pour se pointer à l'hôpital. Il y a quelques années, promptitude et ponctualité n'avaient pas droit de citer dans ce centre de santé, car la route n'existait pas. Commencement bi dafa metti won ci ñun légui nak yalla dimbal ñu ba su tali baxna. Rallier Ourossogui avec l'ambulance, c'est devenu vraiment facile avec la route, alors qu'avant, c'était 4 heures de voyage. Avant, pour mobiliser 100 000 francs CFA pour l'évacuation d'un malade, on vendait nos bêtes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, le calvaire se conjugue au passé et les malades viennent de loin, sans difficulté, bien accueillis par le personnel hospitalier, grâce aux bienfaits de la route. Avant, nous prenions plusieurs moyens de transport pour rallier l'hôpital. On avait beaucoup de difficultés à l'aller comme au retour. Maintenant, grâce à la route, tous nos problèmes sont résolus.
Avant, on payait près de 100 000 francs pour évacuer nos malades, juste pour l'aller. Et le véhicule n'arrivait pas jusqu'à l'hôpital. C'était un véritable calvaire. Nos malades mouraient souvent en cours de route. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vie avec la nouvelle route. La route a un grand impact sur notre travail vis-à-vis des évacuations. Parce que si on évacuait vers Ourossogui, on faisait des heures de route avant d'y arriver. Et parfois même on perdait les patients en cours de route. Même si cet hôpital inauguré en 2009 est peu fréquenté du fait de la faible densité de 4% au kilomètre carré dans la zone, avec l'ambulance, la donne a beaucoup changé dans les évacuations à Ourossogui. Mais depuis l'achèvement de cette route, nous avons vu que l'ambulance est fait un peu moins d'une heure de temps. Donc là, nous avons un gain. Donc nous gagnons non seulement en carburant et en temps aussi. Autre chose aussi qui est un facteur non moins important, c'est concernant le personnel qu'on a affecté au niveau de Ranérou. On avait des difficultés pour les maintenir ici. Mais c'est-à-dire que quand on les affectait, c'est-à-dire qu'ils faisaient là 1 année, 2 ans et ils demandaient des réaffectations. La nouvelle route emporte ainsi avec elle les sombres journées, les dures évacuations de malades avec leur corollaire de décès. L'espoir semble revenir et à vive allure. Nous quittons le nord du Sénégal, mais nous restons avec les infrastructures routières. Direction Ziguinchor, au sud du Sénégal. Le programme de pistes de désenclavement est en cours de réalisation. Plusieurs villages sont devenus accessibles ou sont sur le point de l'être, mais la plus grande satisfaction des habitants reste la deuxième phase de la boucle du Blouf, un tronçon de 28 km qui permet de désenclaver une dizaine de villages. Voyage sur le route du Sud avec Bachirba. À Kafountine, tout gravite autour du poisson et tous s'activent autour. Des camions attendent d'être chargés pour prendre la route, celle reliant la localité à Djouloulou. Passage obligé ne constitue plus un calvaire. Les populations font la comparaison. Avant, entre Djouloulou et Kafountine, c'était vraiment impraticable. Vous pouvez faire 1 heure, des fois 2 heures même. Ça dépend si vous êtes dans les Djakandia et les minibus, vous pouvez faire 2 heures même. Mais maintenant, c'est entre 30 minutes à 25 minutes. Avant pour qu'on arrive à Djouloulou, on a duré ici plus de 2 heures de temps et demi. Dans l'instant, on ne trouve même pas 35 minutes ou 30 minutes. La route est très bonne. Même si nous terminons tard, nous pouvons rentrer chez nous avant 22 heures. Auparavant, on avait de terribles difficultés pour le trajet parce que la route était caoutoureuse et difficile à voyager. Maintenant qu'elle est faite, il y a une nette amélioration. Et surtout sur le produit des camions, quand ils partaient, les gros camions, il y a pas mal de véhicules qui sont tombés entre-temps, avant que la route ne soit faite. Long de 25 km, ce tronçon permet d'acheminer non seulement les produits halieutiques, mais aussi les produits forestiers, agricoles et fruitiers. Les campements et hôtels devenus accessibles, c'est le tourisme qui s'en porte mieux. Des villages tels que Abéné ne souffrent plus de l'enclavement. Auparavant, le transport serait de 150, mais maintenant, même si les clients nous donnent 200, on a envie d'aller parce que l'état de la route nous semble quand même abordable là. Au carrefour de Bandikaki, AGERoute est en œuvre pour relier les villages de Niafran, Kabadjo à l'axe Djouloulou-Kafountine. Le programme de piste de désenclavement dans la région de Ziguinchor, ce lot fait près de 400 millions de francs CFA. Et concernant Djana, Abéné, la piste Bandikaki, Kabadjo, Niafran, il y a aussi Tobor Djeba, il y a Brin Seleki, il y a Signa Djibidjon, il y a aussi Kabiline, Mahmouda Sherif. Si toutes les réalisations sont importantes, la deuxième phase de la boucle du Blouf est capitale. C'est un projet de 28 km qui est financé par la BADEA et l'État du Sénégal. Les travaux sont estimés à 7 203 183 164 francs CFA. C'est une route de 9 mètres, 7 mètres de chaussée et 1 mètre d'accordement de part et d'autre. Également,
Donc il y a une couche de fondation qui est prévue, c'est ce qui est en train d'être exécuté, comme vous le constatez. C'est un latérite ciment de 20 cm, c'est un latérite de 20 cm. Après il y a une couche de base qui va venir dessus, un latérite ciment de 20 cm également. Après maintenant il y a un revêtement en bicouche. Également, comme vous le savez, dans la Casamance, c'est une zone très pluvieuse. Donc il y a beaucoup d'ouvrages qui sont... Certains ont déjà été exécutés, d'autres sont en cours. Il y a aussi un volet assainissement qu'il va falloir prendre en compte au niveau de certaines localités. Ce tronçon rejoint la première phase qui reliait Tangiem à Thionkessil, une vieille doléance des populations. Le Boulou voulait être désenclavé. Alors aujourd'hui, si la route vient, nous trouvons cela normal et bien. Nous avions un problème parce que si la route n'était pas prête, vraiment nous sommes enclavés. Mais aujourd'hui, toutefois que la route sera prête, nous sommes totalement désenclavés. Certes, il faudra une troisième phase pour boucler la boucle par Koutengor. En attendant, c'est un balai incessant de camions et d'engins qui est noté. La route devra être livrée en juillet prochain. La Casamance, zone touristique par excellence, la transition est donc trouvée pour parler de la conférence de presse du ministre du Tourisme et des Transports aériens. Oumar Gueye a abordé les grands axes du plan stratégique de développement du tourisme au Sénégal, un plan en parfaite cohérence avec le plan Sénégal émergent. L'objectif du gouvernement est d'atteindre 3 millions de touristes à l'horizon 2023. En 2012, les arrivées touristiques estimées à 1 million ont engendré plus de 250 milliards de francs CFA de recettes. Devant la presse, le ministre a aujourd'hui exposé la nouvelle vision du tourisme sénégalais à Bakrikan. Nous ne pouvons pas développer notre tourisme si nous ne faisons pas de la promotion. Nous agissons sur une matière qui est à l'extérieur. Le tourisme est un produit d'exportation et le Sénégal veut se donner les moyens d'attirer 1 500 000 touristes d'ici 2016. Une ambition contenue dans le plan stratégique de développement du tourisme mis en place par l'ensemble des acteurs. Dans le cadre du PSE, la destination Sénégal est structurée en grand pôle touristique intégré, dont la Petite Côte. Les principaux indicateurs de ce programme sont sur les sites de Mbodiène, 520 hectares, une capacité prévisionnelle de 6 000 chambres, un coût d'aménagement de l'ordre de 20 milliards de francs CFA et des investissements privés recherchés de 190 milliards. Pour Pointe-Sarène, une superficie aménagée de 110 hectares, 1600 chambres, 11 milliards en aménagement et 130 milliards d'investissements privés recherchés. Et pour Joal-Fignon, 20 hectares, 250 chambres, 1,4 milliard d'aménagement et 6,5 milliards de financement privé recherché. Dans la zone nord, le projet de développement du tourisme a démarré avec un volet communautaire pour optimiser le profit des populations locales. La relance du tourisme va être accompagnée par la redynamisation de la police touristique, alors que l'exonération du visa pour les touristes voyageant avec le tour opérateur sera prorogée. De grands investissements sont aussi prévus pour davantage promouvoir la destination Sénégal. Le plan Sénégal émergent prévoit dans le secteur du tourisme des financements estimés à 660 milliards à l'horizon 2018 et à 1110 milliards de francs CFA pour la réalisation des pôles intégrés. Dans le domaine des transports aériens, le Sénégal a l'ambition de devenir le hub aérien de la région. Et pour ce faire, un important programme va s'articuler autour du développement des infrastructures, l'exploitation de l'AIBD en 2015 et la baisse des taxes et redevances aéroportuaires, entre autres. Un comité est aussi mis en place pour étudier les différents schémas de transfert des activités de l'aéroport de Dakar à celui de Diass. Une nouvelle politique touristique est ainsi déclinée par les autorités. L'enseignement supérieur de la langue arabe et l'instauration d'un office des examens et concours, c'est entre autres les sujets qui ont été abordés lors d'échanges à huis clos entre les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du Sénégal et celui du Tchad. C'est en vue de nouer des accords spécifiques entre universités et instituts des deux pays. Le compte-rendu est signé Philomène Constance Diagne. Le bien-être de l'enseignement supérieur préoccupe ses responsables. Une table ronde autour de différentes questions a permis d'échanger des
expérience dans le domaine pour les deux pays. Nous avons échangé notamment sur la coopération universitaire, qui part donc de l'accueil des étudiants, leur encadrement, les échanges entre enseignants, chercheurs et tout l'échange des bons procédés. Nous, Tchadiens, nous avons beaucoup à apprendre de nos frères sénégalais où une bonne partie du financement ou une importante partie du financement vient du secteur, des partenaires. Donc, alors qu'au Tchad, c'est l'État qui finance la quasi-totalité de notre fonctionnement. Et donc, je crois que l'expérience sénégalaise nous édifie et nous permettra davantage d'augmenter ces ressources pour le bien de nos institutions. Le Sénégal, source d'inspiration grâce aux résultats des concertations nationales sur l'enseignement supérieur, n'empêche, il a appuyé du Tchad. Que le Tchad a déjà une tradition bien assise avec le baccalauréat arabe et des formations supérieures arabes. Vous savez que c'est cette année, sous l'impulsion du président de la République, que la première session de baccalauréat arabo-islamique s'est tenue. De la même façon, le Tchad a franchi le pas de créer un office national des examens et concours à la place de l'office du baccalauréat qui était arrimé à l'université de N'Djamena. D'autres rencontres sont prévues d'ici à la fin du séjour du ministre tchadien de l'enseignement supérieur. Elles conduiront à la signature d'accords spécifiques entre universités et instituts du Sénégal et du Tchad. La fonction publique locale, c'est pour bientôt. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Aménagement du territoire et des collectivités locales. Selon Maître Oumar Youm, avant la fête internationale du travail, cette loi devrait entrer en vigueur. Le ministre s'exprimait sur cette question en marge d'un atelier de 3 jours qui se tient à Saly consacré à la problématique de l'intégration du personnel des collectivités locales. Maman Moussagnan. Alors qu'ils étaient en pleine séance de travail réfléchissant sur l'intégration du personnel des collectivités locales et sur sa prise en charge dans le dispositif de l'acte 3 de la décentralisation, voilà que le ministre des collectivités locales est venu leur apporter la bonne nouvelle. Le statut de la fonction publique locale des collectivités est un statut pour lequel nous nous battons pour sa mise en œuvre effective au plus tard le 1er mai qui va être le cadeau du gouvernement. Je ne devais même pas dire cadeau parce que c'est une requête légitime. Nous nous employerons avec l'auditeur qui a été déjà désigné à essayer de réduire le maximum les délais du processus. Une mesure fortement saluée par les agents des collectivités locales qui ont longuement attendu sa concrétisation. Donc, nous gardons espoir que ces déclarations seront suivies d'effets dans l'immédiat, parce que nous ne reste plus qu'à mettre en application ce statut de la fonction publique locale. La fonction publique locale mise en place, un nouveau type d'agent des collectivités locales prendra fonction. C'est pourquoi cet atelier de 3 jours de Saly réfléchit sur la gestion rationnelle, optimale et efficiente du capital humain et une meilleure imprégnation des agents par rapport aux réformes institutionnelles. Le redéploiement du personnel des conseils régionaux devient une priorité. C'est pourquoi la commission ad hoc sera élargie à de nouveaux membres en vue de pouvoir prendre en compte tous les aspects liés à l'application effective des textes sur la fonction publique locale. L'intersyndical des travailleurs des collectivités locales, le ministère de la fonction publique, le PNDL, l'IPRES, la SOLD et des personnes ressources sont au cœur de cette réflexion. Nous accueillons cette nouvelle réforme avec beaucoup d'espoir pour le bien-être des populations. Car il s'agit ici de réduire les inégalités entre les terroirs et entre les populations et de faire de cette réforme un levier économique très important. L'atelier est organisé en séminaire résidentiel et il adopte une méthodologie participative et inclusive. Le Mardi Gras, c'est aujourd'hui. Le Mardi Gras annonce le mercredi des cendres, le début du carême. En ce jour de Mardi Gras, la rédaction s'est intéressée au carnaval des enfants, plus précisément sur les déguisements. À cette occasion, notre reporter Aïssatou Dioptal est allé à la rencontre des enfants. Parmi eux, des oraux, des mariés, des députés et même des grands-mères. Ces enfants sont tous joyeux en ce jour de Mardi Gras.
Une manière pour eux de changer, pour être dans la peau de leur personnage préféré. T'habiller comme la Dior. Et pourquoi? Parce que c'est la fête de Mardi Gras. Un ninja. Un ninja. Pourquoi? C'est parce que c'est la fête de Mardi Gras. Aimerais-tu être un ninja? Je suis habillé en marié. Avant le jeûne, il est bon de se défouler. Ainsi, le mardi qui précède les 40 jours est fêté avec plus d'éclat. Pour certains, c'est une occasion de faire revisiter aux enfants les valeurs culturelles. C'est une occasion aussi pour faire visiter nos valeurs culturelles qui s'effritent aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui sont déguisés en la Dior, en princesse, en mariée. La journée pour les enfants, la soirée pour les adultes. Dans différents endroits, le décor sera identique jusqu'à minuit. À partir de cette heure, plus de festivités pour la communauté chrétienne en cette veille de carême. C'est Dioptal qui a fêté Mardi Gras pour la rédaction du journal télévisé. Actualité hors de nos frontières. Bill Gates est redevenu l'homme le plus riche. C'est l'un des faits marquants de l'actualité dans le monde. Nous nous rendons aux États-Unis, en Angleterre, en Guinée. Mais voyons d'abord ce qui se passe en Algérie, où Abdelaziz Bouteflika veut briguer un 4e mandat. Abdelaziz Bouteflika s'est déplacé en personne hier au siège du Conseil constitutionnel à Alger pour déposer son dossier de candidature à l'élection présidentielle du 17 avril. La télévision publique a montré des images du président s'exprimant d'une voix à peine audible. Des critiques fusent à Alger sur sa capacité à gouverner depuis son hospitalisation à Paris pour une attaque cardiovasculaire en avril 2013. La perspective d'un 4e mandat a généré des manifestations à travers le pays, dont une réprimée violemment samedi dernier à Alger. Le roi Mohamed VI du Maroc est arrivé hier après-midi à Conakry pour une visite officielle de 3 jours en Guinée. Des milliers de Guinéens s'étaient massés le long de la route menant à l'aéroport de Conakry pour lui souhaiter la bienvenue. Le Maroc et la Guinée ont signé dès hier soir une vingtaine d'accords et conventions dans les secteurs de la pêche, de l'agriculture, du commerce, de l'énergie et des mines. Le roi du Maroc doit quitter Conakry mercredi à destination de Libreville au Gabon, dernière étape de sa tournée africaine. Près de 2000 personnes ont pris part hier à Londres à une cérémonie en mémoire de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, décédé en décembre dernier. Des chants sud-africains ont résonné dans l'abbaye de Westminster en présence du Premier ministre britannique David Cameron et de l'archevêque sud-africain Desmond Tutu. Le vice-président sud-africain Galema Motlanthe a rendu un vibrant hommage aux militants de la lutte contre l'apartheid. Une plaque commémorative sera installée dans l'abbaye cette année à l'honneur de Nelson Mandela. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou reçu par le président Barack Obama. Au menu des discussions, l'Iran ou encore le processus de paix au Proche-Orient. Barack Obama lui a ainsi demandé de prendre des décisions difficiles pour garantir la paix. Mais selon le Premier ministre israélien, les Palestiniens n'ont pas rempli leurs obligations. Mahmoud Abbas, le président palestinien, sera lui aussi reçu à la Maison-Blanche dans 2 semaines. Les milliardaires n'ont jamais été aussi nombreux selon le classement Forbes 2014. Et le plus riche d'entre eux, c'est l'américain Bill Gates. Le cofondateur de Microsoft reprend la première place avec 55 milliards d'euros à son actif. Derrière lui, le roi mexicain des télécommunications Carlos Slim pèse 52 milliards d'euros. Mais le grand gagnant de ce classement, c'est le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Sa fortune a doublé en seulement un an, passant de près de 10 milliards à 21 milliards d'euros aujourd'hui. Enfin, pour la première fois, l'homme le plus riche d'Afrique, le Nigérian Aliko Dangote, entre dans le top 25 à la 23e position avec 18 milliards d'euros. Retour au Sénégal. Dans la rubrique Au cœur de nos cultures, on s'intéresse ce soir au pagne tissé. Tout un mythe est construit autour de ce pagne. Quel en est le symbole? Pourquoi ce pagne est-il considéré comme un trésor par les femmes? Ce reportage de Ndaye Dedia nous en dit plus.
Tout un mythe entoure l'usage du pain tissé au Sénégal. Il est présent dans toutes les étapes de la vie, de la naissance à la mort. Dieu a béni le pain tissé. À la naissance, on te couvre avec. De même, il est utilisé pour porter les enfants sur le dos. Quand une femme doit rejoindre le domicile conjugal aussi, elle est recouverte par ce pagne. Enfin, s'il y a un décès, on a besoin de cette pièce d'étoffe. Dans les rites funéraires Monjak, certains pagnes sont réservés à une classe d'âge bien spécifique. Ce pagne est spécifiquement réservé aux personnes très âgées. Il est utilisé pour le ensevelissement quand elles rendent l'âme. Traditionnellement, le pagne s'échange avec une grosse vache. La technique de tissage est transmise de génération en génération. Les tisserands viennent pour la plupart de Guinée-Bissau, d'où l'appellation pagne Monjak du nom de cette ethnie, originaire de ce pays frontalier. Les vertus conférées à ce pagne traditionnel sont multiples. Si vous l'avez dans votre armoire, vous serez à l'abri du besoin. D'ailleurs, pour riposter ou faire face à la supercherie de quelqu'un, on lui lançait. Ma mère ne m'a pas porté avec autre chose que ce pagne tissé. Autant de raisons qui expliquent l'amour de Yaharadem pour ses pièces d'étoffe. Elle garde encore le pagne qu'elle a hérité de sa grand-mère. Selon elle, c'est une nécessité pour toute femme avertie d'en avoir. Si vous avez un malade, il faut le couvrir avec un pagne tissé. Et c'est aussi une excellente couverture en période de froid. Et de nos temps, les hommes appréciaient les femmes qui utilisaient le pagne tissé. Le pagne est donc un symbole. Et selon les ethnies, des différences dans le tissage et l'usage peuvent s'observer. Les pagnes des Peuls sont de couleur rouge. On les utilise pour couvrir le nouveau-né, mais aussi pour protéger les circoncis. Le pagne serrure est une tradition. S'il s'agit par exemple d'une nouvelle mariée qui doit rejoindre la maison conjugale, elle doit se couvrir d'un pagne blanc jusqu'à son arrivée. Le lendemain, elle porte un autre pagne pendant 3 jours et après avoir fait le linge, elle utilise un pagne noir. Les accompagnatrices aussi se couvrent d'un pagne. Après cela, la mariée va présenter ses salutations. Ce pagne qu'elle utilise s'appelle Aimis et c'est la maman de la mariée qui le donne à son gendre. Et tout ceci est une protection. Le pagne tissé est aussi utilisé comme bouclier contre le mal. C'est pourquoi la pièce d'étoffe est souvent soigneusement gardée. Un véritable trésor pour les femmes qui sont conscientes de ses vertus. Kolesao Ardo ne dira pas le contraire. Surnommée la reine du pagne tissé, elle a réussi à l'imposer au plus haut sommet du stylisme mondial. La rubrique au cœur de nos cultures, Ndaya Dia nous a parlé ce soir du pagne tissé et de ses symboles. Marcher est certes un exercice physique, mais marcher pour sensibiliser les populations sur les questions d'environnement, de gestion des ordures sur les plages, c'est un sacerdoce. C'est l'idée de l'ambassadeur des États-Unis à Dakar. Le diplomate américain veut, à travers ce marathon, sensibiliser les populations, les gouvernants, mais surtout les générations sur les questions environnementales. Lewis Likens a pris départ dimanche à Lompoul. Son arrivée est prévue dans quelques jours à la plage de Yoff, une distance de plus de 115 km. Moussa Mané a assisté à son départ. C'est ici à Lompoul-sur-Mer, sur la côte nord du Sénégal, que l'ambassadeur des États-Unis a pris le départ pour la plage de Yoff à Dakar. Une distance de 115 km. À travers ce marathon, le diplomate américain a un message à délivrer. Souligner quelques questions. Un, c'est la question d'ordures sur la plage et sur les villes en Sénégal. Et je veux souligner l'importance de ramassage d'ordures. C'est une ressource naturelle très importante pour le Sénégal, les plages. Et c'est dommage, et je suis triste chaque fois quand je vois beaucoup d'ordures sur les plages. Pour faire passer son message, Lewis Likens a ciblé les élèves de l'école Thierry Sabine de Lompoul. Une jeunesse qui doit prendre conscience dès à présent des défis actuels. Nous sommes conscients de ce choix-là, parce que quand même c'est des enfants qui vont grandir avec cette
conscience, n'est-ce pas, qu'il faut protéger l'environnement. Donc nous sommes conscients de cela et au retour dans nos écoles, dans nos classes, alors nous aborderons davantage le sujet. La Côte-Nord, avec ses belles plages, a un réel potentiel touristique. Il s'y ajoute la pêche qui est très développée. Malheureusement, c'est avec un cœur meurtri que l'ambassadeur constate les effets néfastes de la surpêche. C'est une industrie très très importante pour le Sénégal, mais il y a aussi un problème de surpêche. Donc je pense franchement que c'est une question pour le Sénégalais. C'est le Sénégalais qui doit régler ce problème. J'espère que ce que je fais cette semaine va attirer l'attention de la population sur ce problème. Au-delà des populations, ce sont aussi les gouvernants locaux et nationaux qui sont interpellés. À chaque étape, il sera question de la gestion des ordures. L'arrivée est prévue jeudi à la plage de Yoff. Le Sénégal en football rencontre ce mercredi le Mali en match amical à Saint-Leu-la-Forêt en région parisienne. Le coup d'envoi est prévu à 18h GMT. Un match de retrouvailles entre deux voisins dont la dernière confrontation remonte à 2007. À l'époque, les Lions l'avaient emporté sur le score de 3-2. 7 ans après, les deux équipes se retrouvent, mais dans un contexte différent, nous dit Ibrahim Mboupa. Le Sénégal et le Mali, deux pays unis par l'histoire et la géographie. Deux pays, les mêmes couleurs nationales. Deux pays, la même devise. Un peuple, un but, une foi. À chaque fois que les deux nations se rencontrent, c'est plus qu'un match de football. C'est une affaire d'honneur, de fierté nationale. En toile de fond, une rivalité légendaire qui défie le temps et les générations. Tous les coups sont permis, tous les moyens bons pour décrocher la victoire. Ainsi va ce derby où l'histoire, la rivalité et le leadership sous-régional s'interpénètrent et s'entrechoquent voilà plus de 50 ans. Sénégal-Mali, même en amical, suscite un grand intérêt. Pour les Lions, ce match intervient plus de 3 mois après la belle prestation de Casablanca face aux Ivoiriens. Depuis ce jour, un nouvel état d'esprit est né dans la tanière avec un groupe qui a séduit de par son jeu et son engagement. Reste maintenant à refaire une prestation aussi aboutie, aussi convaincante devant les aigles du Mali, désormais coaché par le franco-polonais Henri Kasperzak, qui avait démissionné de son poste de sélectionneur du Sénégal en pleine Coupe d'Afrique en 2008. Les Maliens, eux, seront certainement contents de retrouver Alain Giresse, qui les avait conduits à la 3e place de la CAN 2012. Sénégal-Mali en amical, c'est demain à 18h GMT. Matam dispose enfin de stades multifonctionnels aux normes. Cette infrastructure réalisée dans le cadre d'un programme de construction de stades régionaux pourrait permettre au sport matamois de décoller, mais des efforts sont à faire dans l'équipement des autres villes de la région en infrastructure sportive à l'Umbadarakan. Le sport matamois à l'aube d'une nouvelle ère, Matam peut s'enorgueillir d'avoir ce bijou, un stade multifonctionnel, le premier dans le Fouta. C'est un stade de dernière génération qui va permettre à cette région de Matam de développer le sport et en particulier certaines disciplines. Je vais nommer le football. Vous avez le plateau multifonctionnel avec le terrain de basket, de volleyball et d'handball. Il y a également la piste d'athlétisme avec ses 6 couloirs. Donc vous avez là un ensemble d'infrastructures sportives qui vont permettre à cette jeunesse matamoise très intéressée par la chose du sport de pouvoir exprimer ses talents et de s'entraîner régulièrement. Les jeunes matamois peuvent enfin déserter les rugueux terrains et prendre possession de ces belles pelouses synthétiques. Sous les feux des projecteurs, ils ont tout pour s'épanouir et exprimer leur talent. On sait qu'au niveau de Matam, il y a beaucoup de jeunes talentueux, vraiment des talents cachés. Et nous pensons avec ces stades, avec les sports qu'on peut pratiquer, que ce soit le volleyball, le handball et le basketball. Je pense que c'est une opportunité qui s'offre à la jeunesse vraiment pour mieux, en tout cas, faire sortir de l'ombre vraiment tous ces talents qui sont cachés. Et pourquoi pas nous pourrons même dans l'avenir avoir vraiment des équipes en volleyball, en handball, des équipes compétitives qui pourront aussi aller vraiment au niveau national, pourquoi pas même international pour pouvoir compétir.
Avec ce stade moderne, au plateau relevé, permettant la pratique de plusieurs disciplines, c'est un pas important effectué dans l'équipement de la région de Matam en infrastructure sportive. Pour le stade municipal de Chilogne, j'ai noté qu'il y a besoin de réhabilitation, surtout en ce qui concerne la charpente. Pour Wourossogui, vous avez ce besoin-là de créer des grilles de protection aux normes et de reprendre un peu les vestiaires. La même question se pose au niveau du stade municipal de Matam, qui a besoin aujourd'hui que les vestiaires soient réhabilités, que la grille de protection soit refaite. Mais au-delà, je pense qu'il y a un investissement à faire au niveau des arrondissements, au niveau des communautés rurales, pour élargir la marge des heures de jeu et des plateaux multifonctionnels. Ce bijou permet au sport matambois absent de la scène nationale de disposer de nuit pour couver ses talents avant de les voir prendre leur envol et atteindre le sommet. C'est sur ces belles images du stade de Matam que se ferme ce journal. Mesdames, Messieurs, au Sénégal ou à l'étranger, merci de nous avoir suivis. Bonsoir.